Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. Aujourd'hui, mon invité spécial est Frédéric Johnson, qui est chargé de projet pour la Fondation Cardano. Comment vas-tu, Frédéric? Bien, bien, merci de m'avoir sur ton podcast, Quentin. Ça me fait très plaisir. C'est la première personne de la Fondation que j'ai l'occasion d'accueillir sur le podcast. Alors, tu m'appelles d'où exactement actuellement? En ce moment-là, je suis au Mexique, Mexico City. Cool, ça c'est une belle destination, ça. Au niveau du podcast, je voulais savoir, et la communauté veut savoir, étant donné que tu es l'un des premiers francophones à qui je parle pour la Fondation, c'était quoi ta vie avant la Fondation? Qu'est-ce qui t'a amené et c'était quoi ton background dans le fond? Je crois en fait que tout a commencé quand je faisais ma grad school en ingénierie. Donc, j'ai un degré en informatique. Je faisais mon master's et dans une des classes, on nous a lancé sur un sujet de crypto. Et j'ai découvert petit à petit le Bitcoin et tout ça, ça a été une continuation. Et dans ma vie technique, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un branchement de. Je faisais du développement à la base, mais pas du développement blockchain. Et je suis passé, en fait, dans le project management ou chef de projet dans encore dans un milieu qui n'était pas blockchain. Mais j'avais toujours cette idée de vouloir revenir sur la blockchain parce que c'était un truc qui m'avait très, très intéressé. Donc en 2018, en fait, je suis parti pour joindre une compagnie de blockchain qui était à Taïwan, qui s'appelle CoolBitX, qui fait des hardware wallets. Et ces hardware wallets c'est là où tu stores tes cryptos, tu sais, c'est comme des ledgers, des trésors, etc. Et ça m'a Je- ouvert en fait tout ça. Et 2019, en fait, j'ai eu une bonne opportunité de rentrer avec la Fondation Cardano. Et c'est vraiment une opportunité que j'ai pas voulu manquer. Cardano a une premise qui est très intéressante comparée aux autres cryptos, qui est vraiment quelque chose qui est formel, qui est fondé sur des bonnes fondations, qui est aussi fondé sur la méthode scientifique. Donc tout est vraiment quelque chose qui était quelque chose avec quoi je raisonnais. Effectivement, et c'est un petit peu la même histoire pour moi. C'est vraiment quand tu as un background en informatique et que tu entends parler du Bitcoin et de la crypto et de la blockchain et le côté académique qu'amène Cardano avec toutes ces publications, ça fait beaucoup plus de liens dans notre tête que pour la majorité des gens, j'ai l'impression. Ouais. Mais je sais pas, c'est le concept du blockchain, tu sais, c'est comme on est en train de construire bloc par bloc, arriver à faire comprendre aux gens que le nouveau bloc qui rajoute, c'est vraiment de la confiance et que ça se passe avec du temps. Plus le temps passe et plus les gens se rendent compte que oui, en fait, on peut y faire confiance. C'est facile avec une fondation mathématique de commencer et d'arriver à dire je comprends et que ça fasse sens, mais pour ta grand-mère qui ne connaît pas les maths, par exemple, ou pour ton petit frère, il va leur falloir, tu sais, des années. Et en Mhm. gros, une fois qu'on en arrive à cette considération, cet éveil, on peut commencer à comprendre que le monde de la blockchain, c'est un truc incroyable. C'est vraiment une superbe conception et on va arriver à créer un nouveau monde fantastique. Donc, ça me fait plaisir de voir tout ça avec les autres convaincus, je ne sais pas comment on peut s'appeler, des croyants. Ouais, il faut trouver le bon terme parce que pour ceux qui sont pas dans la blockchain et dans les cryptos, on peut rapidement tomber pour des fanatiques et d'autres choses, mais surtout avec les différents camps qu'il y a avec les bitcoins maximalistes, Ethereum et tout ça, c'est difficile de trouver un terme qui nous réunit tous, et qui veut également inclure ceux qui ne sont pas encore des fans de la blockchain. Ouais. Mais je voulais savoir, est-ce que lorsque tu travaillais justement pour cette compagnie à Taïwan, est-ce que tu étais déjà au courant ou est-ce que tu suivais déjà le projet Cardano? Oui, 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 mais Cardano, j'ai vu l'historique de la crypto depuis le début. Je me souviens d'Ethereum qui était lancé et de OK. Cardano qui arrivait. Cardano m'avait toujours très intrigué. Tu sais, c'était l'histoire de Charles qui s'en sortait, qui était ex-CEO d'Ethereum, qui voulait faire son propre projet. Et de là, ça m'a levé l'intérêt.
Et donc, oui, Cardano, ça fait depuis, je crois, 2017 que je suis ardemment, mais bon, j'ai vu, je me souviens de quand ils ont lancé l'ICO en 2014-2015, je crois que c'était. Et oui, c'est un projet que j'avais à cœur. OK. C'est un projet que j'avais à cœur à cause de quoi, d'où il venait. Et donc, c'est les distinctions qui avaient été faites. Par exemple, le fait que la tokenize avait été fait, le voucher sale avait été fait en Asie, que ça a été fait proprement, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas des investisseurs américains, donc ce n'était pas de SEC, etc. C'est très bien structuré. C'est vraiment un truc qui m'avait impressionné, comparé à d'autres qui étaient un peu plus ambigueux. Gourmand. Je ne sais pas, tu as eu EOS, Tezos, tu as eu Tron, non, pas Tron, je pense à Telegram qui s'était arrêté de ton, TON. Tu avais Ripple qui a eu des histoires avec le SEC aussi. Donc, la structure de Cardano, pour moi, c'était vraiment un truc très bien. Aussi, le fait est que ça a été, comment on dit, séparé un petit peu la gouvernance entre les trois entités, avec IO qui fait le développement, l'ACF qui est plus la communauté et le général bien-être, et Emurgo qui fait plus du business. Ça a été fait sans qu'il y ait trop de maillons qui mettent une des organismes en place plus que d'autres ou n'importe quoi. Et on a vu des trucs super qui sont créés, comme la communauté qui s'est lancée. Tu avais les gardiens de Cardano, c'est un truc. C'est magnifique parce que c'est ça en fait, on est tous responsables et arriver à devenir responsable et prendre conscience qu'on en est, c'est un truc qui est dur à pousser dans une communauté. C'est très facile de suivre, tu sais, d'avoir un grand prêtre ou je ne sais pas comment dire, qui dit il faut faire ci, il faut faire ça, mais on est en train de voir l'émancipation, comment faciliter tout ça d'un point de vue neutre. Et j'aime beaucoup que la Fondation ait un point de vue qui soit neutre. Tu sais, on a dans nos missions de garder les stakeholders ou l'accountability. Donc, tu as toujours du back and forth avec IOHK sur ce qu'ils font, sur si c'est correct, sur tout ça. C'est vraiment un très bon environnement. Et j'aime beaucoup d'où la chaîne vient, la chaîne Cardano. Oui, puis justement, pour parler un petit peu plus de la fondation, comme tu le mentionnes, c'est effectivement, il y a les trois piliers. Au départ, il y avait les trois piliers qui étaient donc IOHK, Emergo, puis la fondation. La communauté, j'ai toujours dit que la communauté était le quatrième pilier de cette blockchain-là, de l'écosystème de Cardano. Et puis, tu mentionnes que la fondation est vraiment une entité à part qui est impliquée également et qui n'a pas de compte à rendre finalement à ni IOHK ni Emergo. Fait que concrètement, la fondation, les activités qu'elle fait, c'est dans quel cadre? Si tu vas sur le site de la Fondation, tu peux trouver les missions. Donc, il y a 5 missions qui sont un peu vagues plus ou moins, mais si tu veux penser dans un contexte général, ce que la Fondation essaye de faire, c'est pas de prendre contrôle, mais c'est d'être un jardinier dans le jardin de Cardano. On est tous jardiniers, il faut bien qu'on puisse voir ce que font les autres, il faut les aider à faire, il faut empower rather than restrict. C'est vraiment quelque chose, on veut aider à faire grandir sans sauter dans des trucs de contrôle ou n'importe quoi. Donc, on travaille avec à IOHK. On fait beaucoup de projets qui sont coordonnés, mais c'est des entités entièrement distinctes. Il y a du pushback sur des choses et la Fondation s'occupe plus ou moins des points de vue légaux et de promouvoir Cardano, de faciliter le dialogue avec la communauté. Alors, un des exemples qui est très proche de mon cœur, c'est les Cardano Improvement Proposal, CIP. Les CIP, c'est une façon pour des gens de la communauté de proposer des improvements, comment on dit en français, des améliorations. Des améliorations à Cardano. Alors, comment on fait ça? On a un repository qui est sur GitHub que tu peux aller, qui est sur le site de la Fondation. C'est managé par la Fondation. Toutes les 2 semaines, on a des meetings avec les éditeurs qui sont publics, qui sont publiés sur Crowdcast. Et tout ça aussi, c'est logué dans GitHub. Donc, tu peux aller regarder les meeting notes, tu peux aller voir tout ça. Et
c'est ça, en fait, je pense. C'est personnel, mais de mon point de vue, je pense qu'une fondation a une duty vers la communauté d'être ouverte, de faciliter le dialogue et d'avoir ces plateformes qu'on met en place. Alors, ça peut être des forums, mais bon, tu vois, par exemple, GitHub, c'est un truc qui te permet d'avoir. C'est un truc qui est connu par la communauté dev, qui peut venir voir exactement ce qui s'est passé. Ah ouais. Et après, peut discuter. Donc, faciliter cette conversation, ça a requis de lier IOHK, de lier Emurgo dans ces dialogues. Donc, tous les 2 semaines, on a les architectes de Cardano qui se mettent en fait à discuter les possibles options. Et c'est très technique, très haut niveau. Ça n'a pas besoin d'être forcément très technique, mais les choses qui sont importantes à la communauté, que la communauté veut partager, peut commencer à avoir une discussion d'abord dans les forums, et une fois qu'il y a une idée qui se concrétise, la formaliser en tant que CIP, et la pousser au repos, et avoir les chefs architectes de Cardano qui la discutent. Bon, c'est plus une discussion de format plutôt qu'une discussion technique. S'il y a discussion très technique, c'est envoyé directement à travers IOHK par les réseaux scientifiques. Donc, on a les professeurs qui viennent. Mais des idées, par exemple, comme mettre en place une pledge curve benefit au lieu que ça soit linéaire pour les stake pool opérateurs, c'est quelque chose que quelqu'un a lancé. Je crois que c'est CIP, je ne sais plus, 9 ou quelque chose comme ça, qui a été passé à travers le procédé des CIPs et qui a été discuté par la communauté scientifique et dans IOHK, pardon. Et bon, tu le vois ressortir à travers Charles, etc. Donc, c'est le procédé qui te permet de surfacer les conversations dans un format que tu peux comprendre, que les gens qui veulent se mettre à se comprendre. Et puis après, ça peut aller continuer jusqu'à l'implémentation. Donc, beaucoup de choses comme ça passent à travers les Cardano Improvement Proposal, le procédé des Cardano Improvement Proposal. La fondation, je pense, a ce goal de faciliter, de coordonner, d'aider. C'est vraiment c'est la position que je vois et le rôle de la fondation dans mon esprit. Et est-ce qu'en tant que chargé de projet, tu t'occupes justement de ce projet-là de CIP ou tu es sur un autre projet ou tu es sur plusieurs projets? Plusieurs projets à la fois, oui. Le CIP, c'est mon projet, c'est moi qui l'ai lancé. Donc, je me souviens, on a lancé les discussions qui devaient lier. Alors, tu sais, c'est toujours quand même une discussion qui est liée, qui est souvent liée aux 3 entités. Donc, coordonner, c'est un petit peu délicat. Le projet a été lancé officiellement, je crois que c'était en avril 2020, et on en est à une quinzaine de CIP qui ont été revus et introduits dans le directoire des CIP et repos. Et oui, non, ça a coordonné Duncan Coates, Dr. Coates de IOHK, Sébastien Guillemot de Emurgo, Mathias Banco, un autre francophone, mais d'IOHK. Trois individus qui sont lancés sur ce projet, qui comprennent qu'il faut qu'il y ait un mécanisme de coordination générale et qui ont aidé à créer ce procédé qui est plus ou moins une reproduction de ce qu'on a vu pour les bitcoins, les Ethers, etc. Exactement. Chaque chaîne a son procédé plus ou moins qui est similaire, qui est dans la même idée de coordonner et de faciliter la conversation. Et oui, d'autres projets que je touche ces derniers temps, je touche beaucoup sur la gouvernance. Il y a des énormes conversations qui continuent d'arriver avec IOHK, la fondation, où c'est que les choses vont. Donc, c'est beaucoup du Voltaire. Donc, Voltaire, les hacks qui arrivent, c'est self-sufficiency. Self-sufficiency, alors il y a le trésor qui va dedans, il y a la gouvernance. C'est très intéressant de voir les pièces évoluer, les conversations, les recherches scientifiques qui prennent le pack, les documents qui sont partagés. C'est vraiment quelque chose de fascinant de voir évoluer. Parce que bon, on n'y est pas encore à Voltaire, mais c'est en train de se faire. Là, il y a du développement qui est concurrent. Alors que les gens sont en train de penser au plus du smart contract, etc. Voltaire est au coin. Et on peut voir déjà tout ça qui se concrétise plus ou moins avec
Projet Catalyst, bien qui est sûr. un effort d'IOHK. Et tout ça, c'est vraiment en train de... C'est la concrétisation d'un projet qui a maturé, qui a pris son temps et qui est en train de sortir. C'est vraiment quelque chose de fascinant à voir. Oui, c'est ça. C'est comme c'est toutes les routes qui commencent à converger vers l'autoroute d'une certaine manière. Et que c'est tout ce développement-là qui se fait en parallèle et c'est très bon et ça, c'est bien de l'entendre de ta bouche parce que souvent on entend juste d'une certaine manière Charles qui en parle régulièrement que le développement se fait en parallèle puis tout ça. Et ça fait charmant de voir une personne qui confirme dans le fond ce que Charles mentionne et qui travaille activement finalement à livrer cette nouvelle phase dans le projet Cardano. Alors, j'aimerais savoir, dans le fond, c'est sûr qu'il y a beaucoup de communautés qui sont très actives d'une certaine manière au niveau de la blockchain Cardano. La communauté anglophone, c'est sûr, c'est la plus grosse communauté asiatique aussi, énormément. Y a-t-il des choses qui manquent ou que la communauté francophone pourrait faire, dans le fond, pour appuyer la fondation ou tout simplement appuyer le projet Cardano? Je pense en fait qu'il y a beaucoup d'efforts qui peuvent se faire. Comme tu dis, c'est une forte communauté qui est plutôt anglophone. Donc le genre de podcast que tu crées, qui est vraiment quelque chose de signifiant, je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup la crypto en général, la Cardano spécifiquement. Mais ce genre d'éducation est quelque chose qui, je trouve personnellement, est pas encore assez fort, mais est en train de se créer petit à petit. Euh, la communauté Cardano même, je pense qu'elle est très forte. La communauté francophone existe. Il y a beaucoup de francophones, comme je disais, Mathias Bencourt à IOHK. C'est un architecte de Cardano à qui il faudrait que je te connecte. C'est quelque chose où je pense on met souvent l'assumption que c'est développé par quelqu'un d'autre qui est soit aux États-Unis ou n'importe quoi, mais c'est vraiment quelque chose que la communauté elle a créé. Il y a d'énormes projets qui sont en train de se lancer sur Catalyst, projet Catalyst. Personnellement, ce que je vois qui est un peu délicat, c'est la learning curve au début, parce qu'il faut faire les documents dans un format ou n'importe quoi. Mais une Ouais. fois que ça se streamline, je pense que c'est une porte ouverte pour que la communauté crée ce que la communauté veut. Mhm. Et c'est vraiment l'espace où tu veux que la blockchain évolue. Il faut que ça soit plus IOHK, il faut que ça soit pas la fondation, il faut que ça soit ce que les gens veulent faire. Et petit à petit, c'est faciliter cette plateforme où tout le monde peut se connecter et créer les choses que l'on a envie de créer. Et je crois que Catalyst est en train de créer juste cette plateforme-là. Oui, définitivement. C'est ce qui est extraordinaire et c'est ce que je répète souvent aux gens, que tu sais, là, on a beaucoup de tendances au niveau de la blockchain et tu dois en entendre parler, mais même pas faire très attention parce que tu es occupé à d'autres choses. Mais tout ce qui est le DeFi, NFT, tout ce qui est le farming et tout ça, t'sais, je ne suis pas sûr que c'est vraiment ce que la communauté veut. Alors, certains, oui, dans la communauté, c'est leur priorité et s'ils vont être intéressés par ça, mais il y a d'autres personnes qui ont beaucoup d'autres idées et c'est là qu'on peut voir justement des projets comme la traçabilité au niveau des diamants en Afrique ou la nourriture en Asie. Beaucoup d'autres projets qui peuvent se faire justement sur la blockchain. J'interviewais justement un autre, un ami qui lui est au niveau du sport. Alors, c'est pas que je veux mettre les NFT puis toutes les tendances actuelles à la poubelle ou dire que ça c'est pas nécessaire, mais c'est seulement de trouver le bon use case qui vraiment connecte finalement le monde réel à la blockchain en utilisant ces différentes tendances ou ces différentes technologies-là. Alors, l'ami à qui je parlais disait oui, NFT, ce serait vraiment intéressant dans le milieu du sport pour justement intéresser les jeunes à contribuer au sport, puis à créer leur NFT, à se les échanger, ou alors que ce soit le trophée dans une compétition, et plein d'idées qui ressurgissaient comme ça. Et j'avais hâte de lui dire, ben écoute, il faudrait qu'on fasse une rencontre où tu verbalises concrètement ton idée et on la propose au niveau
de Catalyst. Donc, Tout à fait. ce sont des idées qui auront beaucoup plus d'attraction, je le pense, parce qu'elles seront connectées à des choses réelles et pas à des notions plus blockchain, crypto qui Qui sont fatiguent un petit obscurs. peu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est dur de faire comprendre le niveau mathématique parce qu'il faut vraiment descendre sur ces fondations de base qui ne sont pas toujours super faciles à arriver. Oui, Mhm, les NFT et tout ça, passer à travers Catalyst, c'est une porte ouverte. Comme tu vois, Catalyst, c'est le trésor qui s'ouvre, c'est un mécanisme de disbursement. Là, je crois qu'on en est à 1 million pour le fonds numéro 4, 1 million de dollars US. mhm, Tu vois l'évolution, hein, ça a mhm. doublé en gros à chaque fois. Donc, je ne sais pas combien ça va être les prochains, mais je peux te dire que le cap qu'on a, qui est visible au public d'ailleurs, je crois que le trésor se remplit à peu près 70 millions ou quelque chose comme ça tous les mois en gros. Mhm. Si tu vas dans le FAQ de Catalyst, tu peux voir, tu as une spreadsheet qui est partagée par IOHK et tu vois en fait comment le mécanisme du trésor fonctionne. Alors c'est facile, enfin c'est pas facile, c'est sur les 45 billions d'ADA qui étaient storés à la base, dans Ouais. les 13 qui avaient été mis de côté pour payer pour les proof of stake et l'écosystème de base. Et puis après, bon, tu as toutes les métriques et tu peux les calculer spécifiquement. Et c'est ce qu'ils font en fait dans la chain. Tu vois combien le trésor se remplit petit à petit, le trésor qui est pour le public. Et oui, il y a beaucoup de fonds qui s'accumulent. Donc là, le prochain qui arrive, moi, je pense ça va être, tu sais, de la fondation, on n'a pas trop de visibilité dessus, mais je pense que ça va continuer en gros à doubler toutes les itérations. On verra. Et Wow. ça va vraiment permettre quelque chose de fantastique. Donc oui, les idées, c'est un très bon moment pour se lancer dedans, pour aller dans Catalyst, pour proposer des choses que tu veux faire qui ne sont pas forcément pour changer Cardano, mais pour supporter l'écosystème. Exact. Alors ça peut être des meet-up français, ça peut être des podcasts, ça peut être des applications. Tu sais, moi je pensais par exemple un truc qui serait bien, ça serait la simplification du procédé Catalyst en une vidéo, ce genre de truc. Enfin, je Mhm. sais pas. C'est plein de petits trucs qui vont vraiment permettre aux gens de réaliser que c'est pas juste un monde à part, c'est un monde qui te paye pour créer et où tu peux créer, tu peux être le créateur. Comme je dis, on est tous jardiniers, en gros, c'est ça. Et Mhm. ce que je veux, c'est que la fondation vraiment facilite l'utilisation d'outils pour que les gens puissent construire. Et donc ça, c'est le CIP process. Je pense aussi un petit peu Catalyst, mais bon, Catalyst c'est lancé par IO, mais on travaille avec eux, on propose je ne me souviens plus du terme, c'est des projets en fait où les gens peuvent pousser, décider ce qu'ils veulent proposer. Ben, dans le fond, la fondation recrute, est un recrutement pas massif, là, mais recrute, cherche de nouveaux talents, j'imagine. Oui, tout à fait. Et tu peux voir sur le site web de la fondation où tu as toutes les positions, je crois. Mhm, mhm. Donc, message pour la communauté, si vous voulez vous impliquer justement au niveau de la fondation, n'hésitez pas, ça vaut la peine et c'est comme ça qu'on va faire grossir la communauté Cardano. Alors, je voudrais savoir, est-ce que ta famille comprend ce que tu fais dans le secteur dans lequel tu travailles? Euh, Plus ou moins. Non, ça reste encore quelque chose où il faut que comment on dit, je glossisse. Non, ils comprennent. C'est très drôle en fait, parce que quand il y a des grosses poussées de prix, tout à coup, c'est ce que tu fais, c'est ça, c'est toi Bitcoin. Et, il faut que je ramène sur Terre et je fasse. C'est la technologie, mais j'ai fait beaucoup d'explications qui étaient à bas niveau. Généralement, ils comprennent, mais je crois qu'ils sont tous douteux. Et je pense que c'est un petit peu la même chose pour tous les gens qui sont autour. On comprend un petit peu, mais surtout on comprend qu'après une dizaine d'années que cette technologie a été poussée et que ça continue encore à avoir le respect de la communauté technique, il y a peut-être quelque chose de valide. Alors, c'est ce genre de compréhension que j'ai. C'est, ça commence à devenir, c'était peut-être plus de l'incrédulité au début, et ça devient de plus en plus du respect et de la requête d'information. Exact. Oui, oui. Puis, c'est ça, je te confirme, c'est pas mal la même chose pour tout le monde. Euh, Ma conjointe est au même niveau, pas au même niveau, mais elle comprend.
Mais pour le reste, c'est ça. C'est Mais par selon ce que contre, les tu vois, médias en disent. pour Cardano, c'est difficile parce que bon, il faut arriver à comprendre d'abord Bitcoin, puis après Cardano comprendre. C'est un autre niveau. Et donc, c'est tout ça, c'est du trickle-down explication. Mhm, mhm. Je pense Ouais, que c'est la définitivement. même chose en fait pour tout le monde. Les gens au début comprennent Bitcoin, mais tu vois, tu as Cardano qui est en train de devenir un petit peu compris par la communauté. Donc, tu as eu Bitcoin, tu as eu Ethereum, mais maintenant, tu as des gens qui regardent Cardano qui font il y a des projets qui sont en train de se faire et comprennent que Cardano, c'est pas du bluff, c'est pas du fluff, c'est vraiment quelque chose de solide. C'est une fondation technique qui a une vraie validité. C'est les use cases, c'est quelque chose d'autre. Ethereum s'est lancé dedans et ils font leur ETH 2.0, etc. Mhm. Cardano, ils ont commencé avec la premise de on va créer quelque chose de solide qui peut grandir. Et on y arrive. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une réflexion. On le voit au niveau des prix, etc. Mais bon, on s'en fiche un peu des prix, tu sais. C'est vraiment. À la fin, on est en train d'essayer de construire un monde. Et je crois que l'univers des blockchains, en fait, c'est ça. C'est les gens vont pouvoir choisir les blockchains qu'ils veulent utiliser, mais ça va pas être une blockchain qui va contrôler tout. Ouais. Il va y avoir des blockchains qui vont servir pour tout, et il y en a d'autres qui vont être plus utiles à droite ou à gauche. Mhm. Alors, ça peut être la boulangère avec ses points peints, quelque chose comme ça. Oh, Ou oui, ça peut être quelque chose du track Mais, and trace, ou du Haskell, ou peut-être que tu veux du JavaScript, ou du Solidity, ou etc. et c'est ce que les critiques ne comprennent pas ou sont encore assez sceptiques à ce niveau-là. Ils ne comprennent pas que, dans le fond, Cardano, pour moi et pour beaucoup, pour la communauté, c'est vraiment la vraie troisième génération. Parce qu'on on est quand on raconte l'histoire de Cardano, tu remontes à une génération avant Ethereum et après ça, tu remontes à Bitcoin. Et, et quand tu bâtis sur ces deux générations-là, c'est là que tu arrives à Cardano. Mais ils ne comprennent pas encore, ils ne voient pas encore tout ce qui va être développé sur Cardano parce qu'ils ont leur vision très court terme et très crypto de ce qui se fait actuellement. Fait que parce que tu vois pas de NFT ou parce que tu vois pas de, 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 de farming sur Cardano, ah, ben là, c'est bizarre, il n'y a rien qui se fait sur Cardano et tout ça. Mais ils ne voient pas qu'on est en train encore de mettre la structure pour développer des choses qui vont dépasser tout ce qui se fait actuellement. Non, Alors, mais c'est ça, hein. ouais. On est tous des astronautes là, hein. On est dans l'espace, on est vraiment au tout début de tout ce qui se fait. Pour arriver à comprendre le plan, etc. En gros, à ce niveau-là, il faut pour l'instant des PhD, des formal méthodes, mais tu as une équipe de professeurs, de recherche scientifique, tu as des labos qui sont en train de se faire. C'est vraiment la mise en place d'un système qui est super solide, qui peut continuer. Et donc, en troisième génération, en self-sufficient blockchain, c'est un système qui est aussi construit à la base pour se soutenir lui-même. Lui-même, C'est exact. d'autres choses que tu n'as pas dans les autres blockchains. Tu n'as rien qui fonde le développement. Je crois que tu as les fondations Bitcoin, Ethereum qui donnent des sous directement, mais Cardano, il n'y a même pas besoin de ça. La Non. chaîne a été construite avec un système qui se self-soutient, qui promote la création sur le système même. C'est magnifique. Mhm, mhm, ouais. Et question qui m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment. Plus je te parle, plus je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. C'est quoi le livre le plus important que tu as lu dans ta vie? Mon livre préféré, c'est un livre que je détestais au début et que j'ai commencé à lire parce que c'était un classique. C'est Walden par Thoreau. Et Walden, c'est l'histoire de Thoreau, c'est autobiographique. Il s'est mis, je crois que c'était au milieu des années 1800. Il a décidé qu'il voulait se séparer du monde et aller prendre 1 ou 2 années dans la campagne, tu sais, au loin, pas connecté avec les hommes et vivre de ce qu'il faisait autour de lui dans une forêt. Mhm, Et c'est un petit pavé quand même. C'était un classique et je me disais, bon, je vais le lire, c'est un classique. Je me suis lancé dedans et c'était atroce. Je n'arrivais pas à lire dans les pages. Je nageais, c'était difficile. C'était des mots, il parlait des oiseaux, de la nature et je me disais, mais c'est un peu lourd, hein. Je ne sais pas si je vais arriver. Et puis, en fait, ce que j'essayais trop au début de faire, j'essayais de comprendre et d'analyser ce qui se passait. Et à un point, je me suis dit, écoute, je vais arrêter d'essayer de mettre trop de sens dans tous les trucs, etc. Et au lieu,
je vais commencer à juste lire et à laisser les mots faire de la musique. J'ai fait ça et ça a été incroyablement relaxant et ça a été zen. J'ai pas trouvé de meaning qui était extrêmement n'importe quoi. C'était juste de l'appréciation. Et au moment où j'ai commencé à arrêter d'analyser et de faire du sens de ce que je lisais et où j'ai décidé de changer et d'apprécier juste la prose, c'est devenu quelque chose qui était très doux, très relaxant. C'était quelque chose que j'aimais retrouver en moment comment on dit, de relaxation. C'était bien. Ton livre préféré et l'explication de ton livre préféré est vraiment super intéressante parce que ça me rappelle beaucoup de discussions que j'ai avec certaines personnes qui découvrent les cryptos, la technologie blockchain et qui sont pas nécessairement en informatique. Et c'est vraiment super intéressant parce que pour ces personnes-là, ils voient la technologie blockchain ou les cryptos comme quelque chose de super complexe. Et ça, c'est vrai que ça l'est. Mais ils essayent de voir toute cette nouvelle technologie-là avec avec une vue et des références qu'ils connaissent. Fait qu'ils essaient de voir, OK, qu'est-ce qui existait dans le temps ou sur quoi je peux me référer pour comprendre cette technologie-là. Et comme tu l'as dit, quand ils commencent à comprendre que, bon, OK, c'est quelque chose de nouveau qui se base sur des fondements, mais qui va vraiment changer le monde, à ce moment-là, ben, c'est comme s'ils déposaient leurs lunettes puis qu'ils commençaient à intégrer la technologie et avoir une autre vision de la technologie. Et à partir de ce moment-là, ils deviennent absorbés et, comme on dit en anglais, they get in the rabbit hole. C'est que là, ils commencent à s'intéresser à ça, ils regardent une vidéo, puis deux, puis trois, puis quatre, puis après ça, ils sont perdus parce qu'ils découvrent quelque chose de tout nouveau, de merveilleux. Et effectivement, ça devient de la musique à leurs oreilles parce que ils découvrent quelque chose et ça les remet aussi en question par rapport à ce qu'ils connaissaient avant. Alors, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup marqué dans ton explication. Et c'est vraiment super intéressant. Il faudrait que je lise ce livre-là, surtout si c'est un classique, comme tu l'as dit. Ouais, mais c'est pas. La connexion blockchain n'est pas dans le livre, définitivement. Mais bon, c'est sûr que c'est très relaxant et c'est ce genre de choses. Une fois que tu arrêtes d'essayer de faire du sens à la crypto et que tu commences à l'utiliser un petit peu, petit à petit, le meaning et les utilisations, etc., vont t'arriver. Ça va naturellement surfacer. C'est ce genre de choses. Il faut s'y lancer un petit peu. Si tu n'as pas les fondations mathématiques pour avoir les convictions qui sont à la base, tu fais un peu confiance à droite et à gauche ou aux choses qui ont été là depuis un moment. Et c'est ça. Cette base de confiance va te permettre de regarder et ah oui, ben, si le gars qui a 3 PhD est content avec ça, veut y aller, peut-être qu'il a des raisons de le faire. Et s'il dit que ça, c'est mieux. Et de toute façon, une fois que tu commences à t'immerser, tu vois les personnalités qui existent. Alors, par exemple, tu as des personnalités fantastiques. Tu vois, tu as Charles, bien sûr, tu as Mhm. Vitalik, tu as Andreas Antonopoulos, donc tu as vraiment des pointures qui s'y sont lancées et qui ont un background. Et plus une personne est correcte sur les points qu'il lance, plus cette personne va être crue quand tu l'écoutes. Bon, personne n'est à 100%, mais c'est toujours ça. Tu utilises la prémisse et tu vois ce qui s'est passé avant Exact. pour deviner si cette personne te ment ou pas. Et plus tu veux être sûr, plus tu regardes avant. C'est la même C'est chose ça. que la blockchain. Mhm. Si tu veux être sûr que le bloc Bitcoin est bien, tu regardes sur 6 blocs avant. Mhm. Et c'est plus ou moins ce genre de concept que tu vois dans toutes les interactions que tu as avec les gens. Plus les gens ont été dans le milieu qu'ils sont, plus ils ont parlé pendant un moment, plus tu as fait confiance. Oui, puis plus tu développes tes connaissances, plus tu es Aussi. capable de toi-même absorber beaucoup plus, faire de recherches beaucoup plus de manière autonome et moins te référer ou moins prendre pour du cash, fait que ces personnes-là disent. Fait que ouais, ouais, c'est définitivement le même concept et c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Mais une autre question et la dernière question que j'aimerais te poser, euh, pour toi, c'est quoi le problème le plus important dans le monde? Pour la race humaine maintenant, pas pour le monde, c'est la race humaine, la société humaine, je ne sais pas comment on dit en français, Mhm. pour humankind,
c'est Planetary Redundancy. Et ça, c'est Elon Musk qui a dit ça. C'est le gros problème qu'a notre civilisation, c'est qu'on est uniplanétaire pour l'instant. Il faut vraiment... s'il y a une mauvaise comète qui passe, on ne peut rien faire. Donc c'est pour ça qu'en fait... Et ça, c'est un truc fascinant sur Elon. Il a lancé tout son truc avec Tesla, SpaceX, even PX, X.com. Tout ça, ça a été une chaîne d'événements pour supporter la race humaine pour qu'il y ait une planetary redundancy sur Mars. C'est ça qu'il fait même avec SpaceX. Mhm. Mhm. Il veut Ouais. créer une base sur Mars pour qu'on ait une société qui soit multiplanétaire. Et pour moi, OK. Et on va redescendre maintenant. Alors, je t'ai fait le haut niveau Ouais. pour le monde, l'environnement, en essayant d'extriquer de la civilisation. Après, je t'ai fait le niveau civilisation. Maintenant, je vais descendre au niveau blockchain. Je pense que le gros problème qu'on a dans le monde pour l'instant, c'est les gens ont l'impression qu'ils sont sous une emprise qui est dictée par d'autres qui sont soit des gouvernements, soit des entités, soit des partenaires, n'importe quoi. Mais ce que la blockchain te fait réaliser, ou ce que le milieu blockchain, la technologie blockchain, etc., c'est qu'on est vraiment les créateurs de nos propres prisons, de nos propres libertés, et que la blockchain est un mécanisme qui n'est pas contrôlable au point de vue qu'il va pouvoir t'aider à te faire choisir dans quel environnement ou blockchain tu veux agir. Alors, si pour maintenant, on a l'impression qu'on est sous X ou Y, les individus dans 200 ans vont probablement être des individus émancipés, c'est-à-dire ils choisiront avec quels organismes ou blockchain, ou tu peux appeler ça comme tu veux, ils veulent s'associer. Et en fait, ça sera ça. Si tu veux un monde qui est libre, tu auras un monde libre. Si tu veux un monde qui est super strict, tu auras un monde super strict. Et je pense que c'est pas quelque chose qui est contrôlable. C'est une fois qu'on arrive à cette réalisation, on a cette paix intérieure qui se met et qui fait réaliser que l'historique du monde a été quelque chose qui s'est fait petit à petit, qui a été au début sous contrôle, mais que à la fin, ce qui est en train d'arriver, c'est vraiment quelque chose qui est libéralisant. C'est une liberté de paix. On n'y est pas encore. Hein. On est Mhm. toujours dans des choses où tu as les États, les organismes, les pays, tout. C'est quelque chose d'autre qui est en train d'arriver. Et, ça fait plaisir de travailler dans ce milieu, d'aider à pousser cette vision. Ouais, définitivement. Définitivement, je suis 100% d'accord avec toi. Et j'en parlais avec une personne dernièrement, c'est que le monde s'est construit, puis pour développer notre civilisation, il a fallu justement encadrer un petit peu les différentes sociétés, puis tout ça, pour s'assurer qu'on était capable de se rassembler, de vivre ensemble, puis de bâtir, de développer des choses ensemble. Maintenant, au point où on en est, il y a encore des sociétés qui ont peut-être besoin de cette structure-là, mais là, au niveau où nous sommes, toutes ces barrières qu'on s'est construites dans notre évolution doivent être déconstruites parce que justement euh, l'homme n'a plus de barrières en tant que tel. Fait que faut déconstruire tout ça et la blockchain justement est cette technologie qui peut nous aider à outrepasser ces différentes barrières-là. Souvent, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est j'essaie de faire des projets au niveau de la blockchain et quand je propose ces projets-là, qui seraient très bénéfiques pour les personnes, mais la première réaction des personnes sont de dire, je suis pas sûr si l'encadrement légal est adapté pour ça. C'est directement de voir les obstacles et non pas de voir, OK, comment je peux profiter de cet outil-là pour que ça bénéficie mon organisation, ma société, mon groupe, ma communauté. C'est directement de voir directement les barrières ou les empêchements, les obstacles et se dire, est-ce que dans le cadre qui existe actuellement, je suis capable d'intégrer cette technologie-là. Mais ne vois pas ça comme une manière de voir beaucoup plus loin et d'innover, dans le fond, dans le contexte dans lequel ils sont. Alors, pour ça, j'espère que oui, la technologie blockchain va aider à régler the Façon de penser, humankind. oui. On y arrive. On est tous des trailblazers
Et tous ceux qui sont là dans la blockchain, et c'est petit à petit arriver à changer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, pour l'instant, les gens voient beaucoup les problèmes et est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal? Mm. C'est une mauvaise façon de penser. Il faut arriver à un point où on essaye de voir les possibilités au lieu de voir les obstacles. Donc, c'est Exact. petit à petit. Et la Ben, fondation travaille beaucoup sur ça pour essayer que tout soit légal et on essaye de prouver là où on peut et les ouais. connexions qui sont bien alignées. C'est une des facettes des efforts qui sont en lieu. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Frédéric, pour ta disponibilité. Ça a été vraiment très, très plaisant de discuter avec toi. Je te laisse le mot de la fin pour le podcast. Croire, c'est le début, mais savoir, c'est ce que tu arrives une fois que tu commences à assimiler, que tu recherches. C'est la satisfaction que tu as en croyant, juste en voulant regarder ou n'importe quoi, c'est bien, mais une fois que tu commences à aller creuser, que tu trouves ce que tu expectais de trouver, c'est la validation de ta croyance. Et ce savoir, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. C'est en train d'arriver pour tout. Hein. C'est en train d'arriver pour Cardano, c'est en train d'arriver pour blockchain en général. Et le monde qui arrive est un bon monde. Super, super. Ben, merci beaucoup, en tout cas, encore une fois, pour ta disponibilité. Pour en savoir plus sur ce que fait la Fondation Cardano et si vous êtes intéressé à travailler pour la Fondation Cardano, eh bien, toutes les informations seront dans la description. Alors, moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et j'espère te revoir et avoir la chance de te réinviter sur le podcast Cardano français. Avec plaisir. Merci Quentin. Merci à toi, Frédéric.